fait pipi au lit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui tâche, qui fâche et qui embarrasse les enfants aussi bien que leurs parents. Je veux parler du pipi au lit, aussi appelé énurésie. Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans ce cas de figure? Votre garçon de 8 ans est invité à passer 2 jours chez son copain et il se retrouve partagé entre l'excitation d'y aller et l'appréhension à l'idée qu'il va peut-être mouiller les draps chez son copain. Alors avant d'apporter quelques pistes de solutions qui sont déjà disponibles, j'aimerais commencer par dédramatiser la situation en apportant quelques chiffres. Est-ce que vous saviez qu'environ 10% des enfants âgés de plus de 5 ans sont concernés par ce problème et beaucoup plus les garçons que les filles? Sur 10 enfants, on pourrait dire qu'il y a 8 garçons qui sont concernés pour 2 filles. Je veux aussi préciser qu'avant l'âge de 5 ans, on ne parle pas de problème d'énurésie. Parce qu'avant cet âge-là, en fait, la partie du cerveau qui s'occupe de la vessie n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir gérer les phases d'allègement du sommeil quand l'enfant dort et que sa vessie est pleine. Alors souvent, quand l'enfant fait pipi au lit au-delà de 5 ans, on se dit qu'il a certainement un problème d'ordre psychologique et on file chez le psychologue. Ça amène parfois certains parents eux-mêmes à culpabiliser en se disant que leur enfant a peut-être subi un traumatisme ou qu'il a un petit problème, il y a quelque chose qu'ils ont mal fait et que du coup l'enfant est perturbé et qu'il faut l'emmener voir un psychologue. Alors là, attention, on parle de 2 types d'énurésie. Tout d'abord, il y a l'énurésie primaire. Alors l'énurésie primaire concerne les enfants qui n'ont jamais été propres la nuit et qui ont toujours fait pipi au lit. Donc là, c'est un petit peu comme les enfants avant l'âge de 5 ans, c'est une question de maturation de la partie du cerveau qui ne remplit pas encore totalement sa fonction. Alors, pour gérer l'énurésie primaire, on sait que c'est plus un problème d'ordre physiologique et non un problème d'ordre psychologique. Première chose, le maître mot, c'est la patience. Souvent, les problèmes d'énurésie primaire se règlent par eux-mêmes au fil du temps, à condition, bien sûr, et j'en viens à mon deuxième élément, de ne pas se culpabiliser ni de culpabiliser l'enfant. Du style, tu es grand, tu fais encore pipi au lit, comment ça se fait, tu ne sais pas te lever pour aller aux toilettes? Non, pas de culpabilisation. Un enfant qui fait pipi au lit ne fait pas exprès de le faire, d'accord? C'est vraiment un problème physiologique. Ensuite, on peut aussi aider l'enfant à muscler sa vessie en le sollicitant régulièrement dans la journée pour aller aux toilettes. Quatrième chose, parlez-en à votre médecin traitant ou à votre pédiatre. Souvent, les parents ont du mal à en parler, à révéler en fait le secret, le lourd secret qui pèse sur la famille, sur l'enfant et ils en parlent timidement à la fin de la consultation. Dans ce cas de figure, sachez que le médecin peut mettre en place certains traitements ou certaines choses qui pourraient aider l'enfant à se prendre en charge lui-même. Alors, il existe des calendriers mictionnels. En fait, c'est une sorte de petit calendrier établi, on va dire, sur 3 à 4 jours. Et chaque feuille correspond à une période de 24 heures durant laquelle l'enfant, accompagné de ses parents, devra noter tout ce qui se passe au niveau de sa vessie. La quantité de liquide qu'il a bu, à quelle heure, à quel moment à quelle heure il a uriné, la quantité d'urine, enfin voilà, quelles étaient les circonstances dans lesquelles sont arrivés ce besoin d'aller uriner, est-ce que c'était un besoin pressant, est-ce qu'il y a eu un petit accident, un événement, enfin il devra tout noter et donc à partir de cela, le médecin pourra vérifier et comprendre le fonctionnement de la vessie ou bien suivre les effets du traitement qu'il a mis en place. Il pourra aussi lui conseiller des sous-vêtements absorbants adaptés pour la nuit, donc avec lesquels l'enfant pourrait très bien se rendre en dehors de la maison, dormir chez un copain, sans avoir l'impression de porter une couche. Et il pourra le déculpabiliser en lui donnant quelques petits conseils à suivre au quotidien. Le deuxième type d'énurésie s'appelle l'énurésie secondaire. Alors là, l'énurésie secondaire, contrairement à l'énurésie primaire, est d'ordre émotionnel. Il s'agit d'un enfant qui a été propre environ 6 mois consécutifs et puis qui tout à coup rechute. Comme tout à l'heure, le premier maître mot, c'est encore la patience et la déculpabilisation. On n'arrive pas très loin lorsqu'on culpabilise l'enfant ou lorsqu'on se culpabilise soi-même. Regardez le problème en face. Oui, cherchez les causes. Oui, mais les sentiments de culpabilité, on les prend et on les met un peu plus loin.
Deuxièmement, avez-vous pensé à faciliter l'accès aux toilettes? Est-ce que la chambre de l'enfant est propre et rangée? Est-ce qu'il ne risque pas de marcher sur un jouet, de se faire mal en se levant le soir? Est-ce qu'il y a la possibilité d'installer une petite veilleuse ou de lui donner une petite lampe torche pour qu'il puisse trouver le chemin pour aller aux toilettes? Est-ce que la porte des toilettes est ouverte? Ou si les toilettes sont trop loin, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un petit pot dans la chambre? Troisièmement, la responsabilisation. La responsabilisation en rappelant le point numéro 2, dénué de toute culpabilisation. C'est-à-dire que quelques draps de rechange, un petit pyjama de rechange peuvent être installés près du lit le soir pour que l'enfant puisse changer ses draps dans le respect, on va dire, de son intimité et de ce qui s'est passé. Ensuite, les parents peuvent être aussi attentifs aux signes de stress quand on voit l'enfant. Est-ce qu'il y a aussi d'autres symptômes tels que des cauchemars, un bégaiement ou bien la peur soudaine lorsqu'il faut se rendre à l'école? Dans ce cas de figure, le médecin traitant ou le pédiatre qui aura écarté la piste physiologique du problème pourra orienter votre enfant à ce moment-là vers un psychologue. Alors voilà, j'ai fait un petit tour des pistes qui pouvaient être envisagées. Si vous avez d'autres solutions, s'il y a d'autres choses qui ont fonctionné pour vous, eh bien n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis bye bye, à bientôt!